Bonjour, donc merci aux enfants arc-en-ciel et à l'UFAL de nous inviter. Donc ma femme a eu des empêchements pour venir. Je dois dire que c'est pas la première fois qu'on a le plaisir de s'exprimer devant l'UFAL, puisque l'UFAL s'intéresse beaucoup à ces questions de nouvelles familles. Et on avait eu l'occasion de venir à Toulouse nous exprimer sur le sujet. Alors généralement, lorsqu'on débat ensemble, on ne fait pas de présentation, parce que c'est trop technique et on laisse plutôt le fil conducteur s'établir avec le public. Mais les circonstances sont tout à fait particulières, comme c'était dit précédemment. C'est-à-dire que le 26 juin, la Cour européenne a condamné la France et ma famille a eu aussi la joie de voir que la France était condamnée à verser des sommes à mes enfants pour préjudice moral. Ça, c'est très important d'entendre cette phrase-là. Et il y a 15 jours, d'ailleurs, on nous a demandé un RIB pour que le versement soit fait. Donc jusque-là, tout allait bien. Et il y a 10 jours, j'ai entendu un Premier ministre tenir des propos qui me laissaient à penser qu'en fait, je m'étais trompé. Et que j'étais un délinquant, que ma femme était une délinquante, et que la Cour européenne nous avait condamnés. Donc il y a manifestement un problème d'interprétation assez magistrale dans notre pays, une farida belgolisation des esprits, visiblement. Donc c'est pour ça que j'ai tenu en fait à prendre la présentation que je faisais, qui est très très technique au départ, qui a servi de base aussi pour la Cour européenne, mais aussi pour la conférence de La Haye et pour pas mal d'institutions au monde, pour expliquer en fait quel est le problème et pourquoi la Cour européenne on est arrivé à cette décision-là. Et sans être un devin, je pense que la Convention internationale qui arrive ne va pas du tout interdire à la GPA, elle va plutôt consacrer la reconnaissance des enfants, puisqu'elle reprend ces thèmes-là, parce qu'il s'impose à tout le monde. Donc c'est pour ça que le titre, c'est pas la grande victoire de la CEDH, c'est toujours le même, parce qu'il y a quand même danger aujourd'hui. La situation est toujours à ce point-là, c'est l'impact sur la vie des enfants en l'absence de reconnaissance officielle des actes de naissance établis après GPA à l'étranger. En résumé, on peut le dire aussi les enfants fantômes, si vous voulez. Là, je suis obligé de commencer un petit peu de rappel légal, c'est un peu pénible, mais c'est très important, puisque dans les discours que l'on entend, ces rappels ne sont pas du tout faits. Donc, la première chose à dire qui est extrêmement importante, c'est que la loi française est totalement silencieuse sur la reconnaissance de l'état civil des enfants nés par GPA à l'étranger. On entend des tas de choses comme quoi c'est interdit, c'est pas possible, c'est ceci, c'est cela. Non, il n'y a pas un seul mot dans la loi française là-dessus. Ça n'empêche pas que la Cour de cassation, en avril 2011, comme ça a été dit, et plus tard, encore plus violemment, en septembre 2013, la Cour de cassation, elle se permet d'annuler toutes les formes d'établissement ou de reconnaissance de l'affiliation. Et ça, c'est une particularité unique de la France. Dans les autres pays, on ne fait pas ça. Dans les autres pays, même si la GPA est interdite, on reconnaît les enfants. Pas en France. Et en France, on peut même s'asseoir sur l'intérêt de l'enfant, comme ça a été dit. On peut parfaitement dire, dès qu'il y a le mot GPA, ça rend les gens fous et il n'y a plus de droit. C'est ce qui se passe. Le Conseil d'État, lui, il est un petit peu à la manœuvre d'évitement, parce que lui, il a rappelé, dans le cas d'enfants qui étaient coincés dans des pays où là, il y a des problèmes de papier, parce qu'il n'y a pas de droit du sol, donc avec des enfants apatrides. Donc il a rappelé juste que le droit dit que et français quand vous avez au moins un parent français, et surtout le truc fondamental, l'article 46 du Code civil, qui instaure la force probante des actes étrangers, dit en fait que votre acte d'état civil étranger, il a la même force en France, sauf, et là il y a des considérations derrière, des principes, voilà, et qui sont sujets à interprétation, notamment un critère comme quoi il faudrait que les événements qui sont notifiés dans l'acte d'état civil soient réels. Donc là, il y a toute une interprétation tout à fait biologisante de cet article 47 qui est complètement faux, parce qu'un acte de naissance, en droit français, comme un droit international, il n'y a pas marqué de la biologie dedans. Il est marqué qui est le père, qui est la mère. Même dans certains cas, on va trouver deux pères, on va trouver deux mères, mais il n'est jamais dit que c'est le sperme de bidule ou que machine a accouché. Donc, tout ce discours biologisant sur « non, c'est contraire à la réalité », et je l'entends même chez des avocats
qui ont défendu des couples LGBT. C'est quelque chose qui me hérisse complètement, parce qu'on sait très bien qu'on le paye très cher derrière. Ce sont systématiquement des contestations, donc ces enfants sont des enfants de seconde zone, parce qu'on peut toujours aller trouver à redire sur leur pédigré biologique. Et ça ne va pas. Donc c'est le point central, ça va tourner autour de la reconnaissance de l'acte étranger. Donc quand on entend dans la bouche de quelqu'un rejouer le procès devant la CEDH en disant « ils ont un état civil étranger, donc tout va bien », c'est totalement faux. Cet acte d'état civil étranger, on va le voir, n'est pas reconnu tout le temps, et ça pose problème. Donc, il y a eu une circulaire Taubira qui était censée améliorer les choses. Nous, on peut vous le dire, parce que dans l'association Clara, c'est 2000 personnes, 500 enfants nés par GPA, elle n'a rien changé. Avant, il y avait des problèmes sur les certificats de nationalité française pour les obtenir, dans certains cas, c'était à la tête du client. La circulaire n'a rien arrangé, rien détérioré non plus, et de toute façon, elle ne traitait que la question de la nationalité. Or, on va le voir, les problèmes, c'est pas la nationalité. Le plus grave problème, c'est la filiation, et c'est ce que reconnaît la CEDH. Ok, donc, on espérait tous que l'arrêt de la CEDH mettrait fin à toute cette problématique. Force est de reconnaître qu'aujourd'hui, on a un petit peu le doute. Bien que, on va voir. Les conséquences aujourd'hui, quand vous n'avez pas un acte d'état civil qui est reconnu dans les registres français, ben ça veut dire qu'à chaque démarche administrative que vous faites, vous êtes soumis à l'arbitraire de l'interprétation de la force probante de l'acte étranger. Et donc, c'est la tête du client, surtout quand des personnes peuvent se permettre de dire que si un enfant est mal né, par GPA, ça va être pareil pour PMA, on va dire, dans un coup de... Bon, on peut lui faire toutes les misères. Comme cette voie est légitime, je peux vous dire que certains agents administratifs ne s'en privent pas. Et donc, on a beaucoup de problèmes. Ce schéma, il veut tout dire. Et visiblement, Manuel Valls ne l'a pas eu. Donc comment ça marche, la parenté ? Vous avez au départ soit un jugement parenté, quand vous avez des législations qui vont encadrer profondément la GPA, donc c'est notre cas, c'est 99% des cas de notre association, mais vous avez des cas où il n'y a pas de loi spécifique, et donc on est plutôt sur du déclaratif. C'est le cas de quelques couples qui ont défrayé la chronique judiciaire en allant en Inde et en restant coincés là-bas. L'état civil est établi sur du pur déclaratif. Il n'y a pas de base de contrôle de régularité par un juge ou autre. Tout ça, ça produit un acte de naissance délivré par l'autorité étrangère. Et la voie normale, pas obligatoire, mais normale, c'est la transcription dans le registre des Français nés à l'étranger, qui permet ensuite, après, d'avoir un extrait d'état civil, un livret de famille, et qui vous est demandé pour tout ce qu'on voit sur la colonne de droite, dans la vie de tous les jours, c'est carte nationale d'identité, passeport, sécurité sociale, caisse d'allocation familiale, certificat de nationalité française, les congés maternité aussi, puisqu'ils sont liés à ça. Quand on dit congé maternité, c'est après la naissance, bien sûr. Mais ça peut être congés parentaux aussi. C'est l'inscription à l'école, l'inscription à la cantine. Plus tard, ça sera le droit de vote. C'est aussi dans le cas des divorces des parents. Maintenant, on en a l'association. Pendant 10 ans, j'ai dit que les couples infertiles étaient très solides. Maintenant, je suis obligé de voir qu'il y en a quelques-uns qui divorcent. Même au conseil d'administration de l'association. On l'a aussi ça intervient dans la retraite, puisque le calcul de la retraite pour les femmes tient compte des enfants qui ont été élevés. Donc, vous avez 2 enfants, c'est tout de suite plusieurs années. Ça vient dans l'héritage. On a 3 cas maintenant dans l'association de personnes décédées, et ça se passe très mal. Donc, tous ces droits-là des enfants, que vous voyez à droite, tout ça sont tout le temps un problème, parce qu'il n'y a pas de transcription. Donc, on est dans la force probante des actes étrangers, qui est consacrée par la Convention internationale de l'AE avec l'apostille, mais que la France conteste au travers de ses autorités, et qui est refusée notamment en premier lieu par les consulats. Donc,
La seule solution, si on veut respecter les droits des enfants, il n'y a pas d'autre solution. C'est pas d'inventer des situations complètement délirantes, de tutorat et je sais pas quoi. Il n'y en a qu'une seule, ça s'appelle la transcription. Et quand on dit qu'avec un état civil étranger, on peut bien vivre, j'ai entendu dire qu'avec un passeport américain, on pouvait obtenir tous les droits. Bah non, c'est pas vrai. Un passeport américain, comme tout passeport, il ne dit pas qui sont les parents. Et pour avoir des droits, quand on est enfant, il faut être rattaché à des parents. Donc, à moins de faire une filiation, il n'y a pas d'autre alternative. Après, on peut détailler tous les problèmes, mais je n'aurai jamais le temps de le faire. Donc, pour tous ces droits-là, c'est toujours des objets de contestation, et donc on a des parents qui vont avoir des problèmes. Donc, que ça soit... Les premiers, c'est ceux qui seront dans un pays où il n'y a pas de droit du sol, ils peuvent rester coincés, puisque le pays ne va pas donner de passeport, ni de visa Schengen. Et donc, c'est très rare parce que quand même, les couples infertiles se renseignent généralement avant d'entreprendre ces longs parcours que sont les parcours de GPA. Donc, ils n'y vont pas. Mais il y a quelques personnes qui ont été en Inde ou en Ukraine qui sont restées coincées là-bas. Sinon, tous les autres vont plutôt aux USA, au Canada pour de multiples raisons, notamment parce que dans ces pays-là, il n'y a pas de restriction sur le droit du sol. Donc, les enfants ont un passeport et ils peuvent rentrer en France. Même si leur visa qui leur permet de rentrer en France, c'est un visa de touriste. Donc, qui fait qu'au bout de 3 mois, ces enfants sont en situation irrégulière. Mais on nous a dit que la France est un grand pays et ne renvoyez pas à l'étranger, n'expulsez pas les enfants de moins de 18 ans. Donc mes enfants ont encore 4 ans devant eux, c'est bien. Bon, dans tous ces trucs-là, les congés, l'inscription à la sécurité sociale, la CAF, toutes ces choses-là peuvent poser problème de façon problématique. Je ne le détaille pas, mais c'est important de le voir. Au-delà des papiers, dans notre dossier à la Cour européenne des droits de l'homme, qui faisait plus de 100 pages, on avait quelques pages sur la psychologie. Donc, on a fait voir des enfants nés par GPA par des psychologues. Pas ceux qui s'expriment, qui n'ont jamais vu une GPA dans leur vie et qui peuvent se permettre de dire que ça va être la fin du monde et des polytraumatisés sur 3 générations. Non. Moi, je vous parle de personnes qui ont fait leur job, c'est tout. Et pourquoi on a été les voir ? C'est parce qu'avant de faire recevoir par les juges les enfants, il fallait se poser la question si les enfants étaient aptes à endurer de croiser un juge. C'est une précaution qui paraît tout à fait normale, mais voilà. Et donc, les psychologues ont, à juste titre, identifié qu'il y avait un sérieux problème avec l'identité, parce que quand sans cesse, la puissance publique vient dire que les parents ne sont pas des parents, et qu'être parent, c'est quelque chose qui a un rapport avec accoucher, ou variante, donner ses gamètes, à la longue, on comprend que ça peut taper sur le système des personnes et que ça peut leur poser des questions. Surtout quand ces enfants lisent les journaux. Puisque ce ne sont pas des objets, vous savez. C'est pas un machin. Un enfant, c'est pas un machin qu'on met dans un caddie. C'est quelque chose qui vit, qui a besoin d'affection, qui est sensible et qui grandit. Puis un jour, il a 40 ans. Et à ce moment-là, il peut poser des questions. Et même sans avoir 40 ans, il peut en avoir seulement 10 et comprendre. Parce qu'évidemment, nous, on ne leur raconte pas des salades, on leur raconte ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas honte. Ce sont des histoires tout à fait entendables et plutôt belles. Donc, il y a une vraie question psychologique vis-à-vis de l'identité, et c'est pas surprenant que la CEDH ait repris aussi ça sur l'aspect psychologique. Donc, on va arriver sur déjà ce qu'il y avait juste avant l'arrêt de la CEDH, c'est qu'en fait, l'intérêt de l'enfant, comme c'était dit tout à l'heure, chez les juges, c'est un truc qui n'existe pas. Quand on le dit, au bout de 2 secondes, c'est pour vous imposer une vision complètement naturaliste de la famille qui relève de l'image d'Épinal, mais pas de notre réalité. Donc l'intérêt, non, ça n'existe pas. Quand vous voyez des gens qui défilent dans la rue pour vous dire l'intérêt d'un enfant, c'est d'être élevé avec ses parents biologiques, moi je me pince, parce que je me dis, mais tous ces enfants qui frissonnent de peur quand ils passent devant un congélateur, parce que quand même, toutes les semaines, il y a des enfants qui terminent dans des congélateurs. On voit bien que le lien biologique en lui-même n'est pas une garantie de belle parenté. C'est pas vrai. Donc,
L'intérêt de l'enfant, oublié. La deuxième chose, et là on se pince pour rire, c'est des gens qui nous expliquent que le système de français de la GPA, il faut surtout le maintenir, parce que la prohibition de la GPA, elle ne reposerait que sur la discrimination des enfants. Mais dans la phrase d'après, ils sont obligés de nous dire « Non, 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 mais ces enfants, il n'y a pas de problème, parce qu'ils ont un état civil qui s'applique. » Donc il y a une chose qui est complètement schizophrène de nous expliquer que le système actuel, en fait, dissuade les parents d'avoir recours à la GPA, alors que vous voyez tous les jours qu'il y a plein d'enfants nés par GPA enfants. Donc c'est un système qui ne marche pas, même d'un point de vue de la dissuasion. Mais il faut... Ça marche pas, c'est comme les Shadocks qui pompent et qui vous expliquent, mais si on arrêtait de pomper, ça irait peut-être encore plus mal. Donc il faut continuer de pomper. Et là, c'est un peu ça quand le système français. C'est-à-dire, faut continuer à discriminer les enfants, mais il faut pas le dire très fort qu'on discrimine les enfants. Parce que non, la CEDH va pas être contente sinon. Et donc justement, qu'est-ce que dit l'arrêt de la CEDH ? Contrairement à ce qu'a dit M. Valls, il n'a pas dit qu'il fallait protéger ces enfants. Nulle part, l'arrêt de la CEDH n'a utilisé le mot protection. M. Valls dit qu'il faut les protéger, ensuite qu'il faut leur donner une nationalité, et ensuite, il faut traiter leur question d'héritage. La CEDH n'a jamais dit ça. Elle dit que ces enfants, leur droit à la vie familiale a été violé parce que la France n'a pas reconnu leur identité. La France a porté atteinte à leur identité. C'est marqué en énorme. C'est la conclusion, elle est écrite. Il ne faut quand même pas dire autre chose. Alors après, on nous dit aussi, oui, mais non, c'est une vision très biologisante, et ils ont dit, c'est que pour le père. Alors c'est vrai que le résumé qu'a fait de son arrêt la CEDH est tout à fait lamentable, parce qu'il ne correspond pas du tout à ce qui est dit. D'autre part, c'est une fausse question, c'est vraiment du débat comme on adore en France faire, parce que le droit français interdit les transcriptions à la découpe. C'est-à-dire, on ne peut pas faire son marché, attendez, dans cet état civil, je vais prendre, dans la famille Minson, je vais prendre le père, mais je ne vais pas prendre la mère, puis je vais prendre qu'un prénom tant qu'on y est, puis la date, elle ne me plaît pas. Non, arrêtons de dire n'importe quoi. Il y a un document très très important qui s'appelle l'Instruction générale relative à l'état civil. Il y a 3 chapitres là-dessus. On transcrit en intégralité un acte d'état civil étranger. Les pouvoirs français n'ont pas ce pouvoir de faire une contestation de l'état des personnes quand elles sont nées à l'étranger. C'est totalement faux. C'est du faux débat, ce genre de truc. Dans le détail, puisque tout à l'heure j'ai entendu cette question sur la biologisation, en fait, il y a peut-être de la maladresse dans la rédaction, mais dans le fond, c'est nous qui avons introduit, nous en tant que défendants, donc on sait assez bien ce qu'on écrit. Je peux vous dire que la biologisation est assez fausse, c'est une interprétation qui n'est pas bonne. Il faut reprendre ce que dit exactement la CEDH. Elle fait des constats, évidemment, c'est exactement, on va retomber sur le début de ma présentation. Incertitude juridique, atteinte à l'identité, atteinte à la nationalité, atteinte au droit d'hériter. Et ça prend un relief particulier quand, en plus, il y a un lien biologique. Et là, on est dans une communauté d'esprit avec le jugement en parenté sur la GPA qui fait référence dans le monde entier, qui s'appelle Johnson versus Calvert. Quand il faut trancher sur ces problèmes de parenté, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que font des juges intelligents ? C'est l'intérêt de l'enfant. Et c'est quoi l'intérêt de l'enfant ? C'est qu'il n'y ait pas de conflit autour de la parenté, et on regarde comment elle vient, cette parenté. Cette parenté, elle peut venir du biologique, bien sûr. Elle peut venir, puisqu'elle vient du biologique pour les gens qui n'ont pas de problème, les nantis, soit dit en passant, de la filiation. Mais elle peut venir de ce qu'on appelle l'intention, en américain, ce principe de l'intention, mais qui est la même chose que dit Erin Terry, qui est le principe de responsabilité. C'est-à-dire que ça vous engage quand vous faites une démarche pour devenir parent, que vous soyez un couple de même sexe ou pas, mais quand vous faites aider, ça vous engage. Quand quelqu'un vous donne son sperme, c'est pas parce que vous n'avez pas cette contribution biologique que vous n'êtes pas engagé. L'enfant qui vient, il vient de par votre engagement, de par votre responsabilité d'avoir entamé un processus. Alors quand vous avez à la fois cette intention plus la biologie, ça ne fait que renforcer le truc. Mais ça ne veut pas dire que vous ne l'auriez pas
si vous n'aviez pas la biologie. Et c'est bien ce que dit ça. C'est que ça prend un relief particulier quand vous n'avez pas d'autre père biologique ou pas d'autre mère biologique qui vient contester. Donc l'aspect biologique n'est qu'un facteur renforçant quand il n'est pas contesté par une autre personne, puisqu'on utilise la biologie dans le droit pour contester des parentés. Donc il faut bien le lire, hein. C'est quand même assez clair, et donc c'est pas au nom de la biologie que a été condamné, et la violation ne repose pas sur de la biologie. Maintenant, il faut bien aussi comprendre que ça serait une absurdité complète de vouloir résoudre le problème d'identité, le problème d'héritage, qu'à moitié. C'est une lecture très très bizarre qui est faite. Si on veut résoudre le problème de l'identité, c'est bien, comme l'a dit la CEDH de façon très claire, c'est bien en ayant une identité reconnue en France à l'identique que dans le pays qui l'a établi. C'est tout. Et rien d'autre. Alors d'un point de vue plus technique, j'ai vu des commentaires qui disaient « Mais non, c'est parce que regardez, ce qui est déclenchant dans l'arrêt de la CEDH, c'est le chapitre 100, où il y a ce passage sur la biologie. Sauf que c'est pas le chapitre 100 qui fait la bascule, parce que le chapitre 100 est suivi d'un chapitre 101 qui resynthétise l'intérêt de l'enfant. Et c'est le chapitre 102 qui fait la conclusion. D'autre part, la violation, elle n'est pas constatée seulement sur l'article 8. Ensuite, la Cour va regarder l'article 14. L'article 14, en gros, c'est la discrimination de ces enfants. Et elle dit, on ne va pas réexaminer l'article 14, parce qu'on va dire la même chose qu'à l'article 8. Et à l'article 8, on a conclu atteinte à la vie familiale, entre parenthèses, chapitre 101. Donc la Cour nous dit bien que sa conclusion, elle la base sur le chapitre 101. Le chapitre 101, allez voir, nulle part il y a le mot biologie. Alors, pourquoi j'y attache beaucoup d'importance? Parce que vous voyez bien que, en faisant perdre le sens de l'arrêt de la CEDH, que ça soit en parlant de biologie, que ça soit en parlant de protection, on escamote complètement le fond qui se résume au respect de l'identité. Et l'identité, c'est la filiation. Et la filiation, ça ne se limite pas à de la biologie, c'est une histoire personnelle aussi, on pourra aller très très loin. Et si on réfléchit à la parenté, à la filiation, il faut bien sûr intégrer cet aspect de la dimension très large de l'identité, c'est l'histoire des enfants. Alors, ça me semble important de dire tout ça, parce que je ne sais pas ce qui va se passer demain. Au départ, on est dans un état de droit. On peut penser qu'une décision de la CEDH s'impose. On n'a jamais vu en France des juges des peines, par exemple, dire « Ah ben, cette personne a été condamnée à 6 mois de prison, ben non, je vais lui en mettre 12. Parce que j'interprète, j'ai ce pouvoir. » Non. La décision de la CEDH s'impose. Elle s'impose à l'État français. Elle s'impose à chaque administration française. Et on a déjà vu qu'elle irriguait des décisions. Je pense qu'elle a irrigué l'avis de la Cour de cassation sur la PMA, puisqu'elle a écarté cette question de fraude, et elle a mis en avant l'intérêt de l'enfant. En 25 ans de Cour de cassation, c'est la première fois qu'elle fait ça, parce que quand même, elle avait pris la sale habitude d'utiliser les enfants comme moyen de marchander une interdiction, comme elle avait fait en 89 et en 91. L'interdiction, à l'époque c'était les mères porteuses, donc la procréation pour autrui, c'était pas encore de la gestation pour autrui, où elle avait interdit l'adoption des enfants, donc elle avait instrumentalisé les enfants en les privant de leurs droits pour établir une interdiction sur la procréation pour autrui. Donc, on voit bien que cette décision de la CEDH, elle a visiblement inspiré la Cour de cassation, elle a inspiré d'autres juridictions. Le tribunal administratif de Paris a condamné la préfecture de police qui refusait de donner des cartes d'identité depuis quelques mois. Je pense que, de même que j'ai reçu un RIB,
Je pense qu'on nous recevrons des états civils. Je pense que ça sera appliqué. Pas à 100% des cas, ça sera exactement comme dans les adoptions et les couples de même sexe. On verra 95% des tribunaux ou des instances décider correctement, mais il y aura encore des problèmes. On aurait plutôt aimé une circulaire, une mise à jour des circulaires sur l'état civil pour justement dire, puisqu'avant ils avaient mis la jurisprudence de la Cour de cassation, là il fallait mettre la jurisprudence de la CEDH. Deuxième élément à se questionner, M. Valls nous a annoncé qu'on allait faire des accords bilatéraux pour interdire aux vilains Français qui se rendent à l'étranger pour exploiter de pauvres femmes. Mais c'est même plus risible d'aller écrire ça, quoi. Alors en ce moment, il y a des juristes qui essayent de trouver quand même des choses là-dedans, mais ils ont beaucoup de mal. Parce que quand même, imaginez que chaque gouverneur des 45 États des États-Unis qui ont tout à fait légalisé la GPA, ils vont devoir faire passer dans leur pays une loi pour interdire aux agences et aux cliniques de faire des procédures qui pourraient amener une GPA avec des Français. Puis ils vont devoir l'interdire juste aux Français. Est-ce qu'il va falloir mettre une étoile avec un F pour les Français pour se rendre aux États-Unis pour justement être détectés? Je ne sais pas si vous imaginez dans quel état de délire on est dans ce pays pour penser un seul moment. Des conventions bilatérales, mais il existe des conventions bilatérales, mais c'est pour faciliter la coopération entre deux pays. Ça n'a jamais été pour interdire à une catégorie de personnes, enfin, par rapport à la Constitution américaine ou les prérogatives de chaque État, c'est un non-sens. Après, rions encore plus. Là, c'est pas Manuela, c'est la droite, Monsieur Lelouch, Monsieur Leonetti. On va mettre en prison les papas et les mamans qui sont indignes d'être parents et qui en plus ont l'idée complètement abjecte d'aller à l'étranger. Alors pour le coup, c'est une sorte de ligne Maginot inverse, c'est-à-dire que la ligne Maginot, on ne voulait pas que les méchants Allemands nous envahissent, ils ont quand même envahi, hein, c'est en passant. Donc là, on l'a fait dans l'autre sens, on va empêcher les couples français infertiles de sortir de France en les mettant en prison plus tard. Faut-il rappeler que la loi française ne s'applique qu'en France? C'est pareil quand M. Valls a dit qu'on était des délinquants, on n'est pas des délinquants, il y a une jurisprudence, il y a bien des juges qui ont essayé de nous mettre délinquants, mais ça n'a pas vraiment marché, justement, puisque la limite territoriale du droit français, sauf pour des crimes, pas des délits, des crimes, mais qui sont aussi reconnus universellement, où là, on peut aller arrêter des personnes qui font des crimes à l'étranger. Mais la GPA n'étant pas un crime, ça ne marche pas. Ensuite, si on voulait même aller plus loin et mettre quelque chose dans la loi française qui ne dit rien là-dessus, on aurait quand même un sacré obstacle avec la directive 2011-24 sur les traitements et médicaments à l'étranger, qui impose la libre circulation, même si le traitement, parce que la GPA est un traitement médical de lutte contre l'infertilité, même si un traitement est interdit dans un pays, les ressortissants de ce pays peuvent aller à l'étranger, là où ce traitement est légal. Et l'État des ressortissants n'a absolument pas le droit de mettre la moindre entrave à ces couples-là. Et la jurisprudence, elle est assez constante là-dedans, que ce soit la CEDH, que ce soit la Cour européenne de justice. Et n'oubliez pas, mes chers amis, qu'on ne parle pas de quelque chose sorti de nulle part. Il y a eu le même débat avec l'avortement, parce qu'en gros, c'est la même chose qu'une femme qui va faire un avortement parce qu'elle a dépassé le délai légal, qu'une femme aille faire un don de sperme en Belgique, ou un don d'ovocytes en Espagne parce qu'elle a plus de 40 ans, c'est tout à fait la même chose. Et il y a eu beaucoup de gens en Irlande qui allaient faire des avortements à l'étranger, et il y a des gens qui ont voulu les mettre en prison. Ça n'a pas marché, la jurisprudence dit non, c'est pas possible. Après, on a voulu mettre en prison les gens qui faisaient de la publicité pour l'avortement. Là aussi, il y a une jurisprudence sur le sujet. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est quand on entend tout ça,
on est dans le grand n'importe quoi, c'est pour ça qu'on parle de Farida Belgoulisation des esprits. Je ne sais pas ce que sera demain, j'ose espérer que notre voix de toutes nos familles sera entendue, mais là vraiment depuis 10 jours, on est quand même dans un état de souffrance. Et j'espère qu'on va en sortir. Merci beaucoup.